Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent en ligne et pour quelques-uns présents dans la salle, WeFit, qu'est-ce que c'est? WeFit, on est une boîte de conseil avec 90 passionnés de produits, avec un enjeu, faire grandir nos clients sur 3 piliers majeurs, que sont 1, l'immersion, donc venir renforcer leurs équipes, 2, le conseil, pour faire en sorte de les accompagner dans des transitions stratégiques, et 3, la formation, pour faire grandir les équipes en même temps que nous. Donc WeFit, aujourd'hui, on est 90, on accompagne des startups, des scale-up et des grands groupes, mais on cherche aussi à grandir, donc on a des postes en PM, en QA, PMM, Product Ops. Je vous mets le lien vers notre Welcome to the Jungle, si jamais ça vous intéresse, venez voir nos offres. Mais Anne-Claire, c'est quoi un WeTalk? Alors, c'est quoi un WeTalk? Un WeTalk, c'est une initiative qui nous tient à cœur chez WeFit. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les 3 mois. Et on accueille un expert du produit, un Product People. Et là, ce soir, on a l'occasion d'accueillir Clément. On est ravis de t'accueillir, Clément. Et on est aussi ravis parce qu'en fait, on est de plus en plus nombreux à ces rendez-vous talk. Et c'est grâce à vous. Donc, merci pour votre présence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Clément, il a un parcours qui fait rêver. Il a commencé chez Google, il est passé après chez Mano et après a rejoint Moni, qui était une start-up fondée par des personnes de Google en tant que CPO. Et très récemment, il a rejoint Rakuten France en tant que CPO. Rakuten France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de e-commerce avec 15 millions de visiteurs uniques par mois, donc ça fait un petit peu rêver. Et aujourd'hui, ce soir, il va nous parler d'endogamie. Alors levez la main ceux qui, il y a 2 semaines, connaissaient le terme endogamie. Une personne, félicitations. Je ne le connaissais pas personnellement et aujourd'hui j'ai hâte de le découvrir avec Clément. L'endogamie, pourquoi il nous en parle aujourd'hui? Parce que c'est un sujet qui lui parle tout particulièrement, ça lui tient à cœur. En fait, il a, au cours de cette étude, découvert la sociologie. C'est quelque chose qui l'a accompagné, qu'il a découvert qu'il y avait un lien entre endogamie et produit aujourd'hui et ça l'a impacté tout au long de son parcours. Il va vous présenter ça, il va vous partager son expérience et j'espère va vous faire rêver. Donc ça nous fait un grand plaisir de t'accueillir ce soir, Clément. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Clément Caillol. Merci beaucoup, Adrien, et bonjour à tous. Merci beaucoup à l'équipe de WeFit et de WeTalk de me recevoir. Je suis très content de vous voir ce soir. Alors effectivement, on va parler d'endogamie. Avant de parler d'endogamie, on va parler plus généralement de technologie, de product management et de la place de l'intuition dans la prise de décision. C'est des sujets qui moi, me sont chers. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de moi. Peut-être comme certains d'entre vous, quand j'ai commencé ma carrière, en ce qui me concerne, il y a une dizaine d'années, dans la tech, au tournant des années 2010, moi, ce qui m'intéressait en rejoignant la technologie, c'était un peu cette idée forte que en rejoignant ces projets technologiques, on allait participer à changer le monde. C'est peut-être très très naïf, mais moi c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Je me disais, je voyais l'émergence de grandes entreprises du web, le changement que ça faisait au quotidien dans notre vie. Et je me suis vraiment dit que c'était quelque chose qui était important pour moi. Je voulais participer à ça, changer le monde. Et puis, 12 ans se sont écoulés dans ma carrière. J'ai beaucoup travaillé, comme l'a dit Adrien, en product management. Et j'arrive à une conclusion, une conviction, qui est que je pense qu'en tant que professionnel du produit, notre capacité à changer le monde, elle est en fait limitée par 2 facteurs. Elle est limitée par l'endogamie qui existe dans notre industrie et par la trop grande place que l'on donne à l'intuition dans les prises de décision. Alors, comme a dit Adrien, peut-être que ce terme d'endogamie ne vous est pas familier. Pour le définir, je vous propose qu'on se prête à un petit jeu, une petite expérience. Je vais vous demander de lever la main si ici dans la pièce, vous avez fait des études jusqu'au niveau Master 2. Très bien. Donc à distance, si vous ne voyez pas l'assemblée, on va dire que 90%, 95% de la pièce a levé la main. Je vais vous demander maintenant de lever la main à nouveau si vous avez poussé des études jusqu'au niveau Master dans ce qu'on a tendance à appeler en France une grande école, une top tier institution. On a peut-être 50% de la pièce, 50-60% de la pièce. Très bien. Pour ceux d'entre vous, j'imagine la grande majorité, qui travaillent dans le produit, je vais vous demander maintenant de penser à l'utilisateur de votre produit ou des services. Donc la société qui vous emploie en ce moment développe un produit ou un service. Il y a des gens derrière des écrans qui appuient sur des boutons. C'est quand vous pensez à ces gens-là, j'aimerais que vous vous demandiez, est-ce que c'est peut-être pas vous
mais est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous êtes peut-être amené à les rencontrer, peut-être que vous allez prendre un verre après avec, peut-être que vous êtes venu avec, peut-être que c'est pas vous maintenant, mais c'était vous. Bref, quand vous pensez à votre utilisateur, vous vous dites que c'est quelqu'un qui peut-être fait partie de votre vie au quotidien. Il y a une minorité de gens qui lèvent la main. C'est très bien. Peut-être par pudeur, si vous avez levé la main 3 fois, je suis au regret de vous diagnostiquer une endogamie professionnelle. Qu'est-ce que j'appelle l'endogamie professionnelle ? C'est un concept, l'endogamie, que j'emprunte à la sociologie et à l'anthropologie et qui décrit en gros la tendance qu'ont les groupes sociaux à faire 2 choses. À être, numéro 1, très cohérents entre eux, donc les groupes sociaux se ressemblent, et numéro 2, pour assurer cette cohérence, les groupes sociaux se reproduisent entre eux. Ce concept anthropologique, quand on l'applique aux groupes sociaux dans la vie de tous les jours, c'est ce qui crée ce qu'on appelle la reproduction sociale, c'est notamment ça, c'est un grand concept de sociologie. Alors moi, je me permets de l'emprunter, ce concept, pour parler d'endogamie professionnelle, et je vais le définir, promis, je vais le définir. Maintenant qu'on a joué à ce jeu de lever la main dans la pièce, j'aimerais qu'on s'intéresse aux 2 aspects de cette définition de l'endogamie. Donc, des groupes sociaux très cohérents entre eux, d'abord. Pourquoi est-ce que je pense que nous, en tant que professionnels du produit, nous sommes un groupe social très cohérent ? Je vais vous demander on va jouer à un nouveau petit jeu. D'après vous, donc on était, pour rappel, 90-95% dans la pièce à lever la main quand j'ai posé la question qui a poursuivi des études jusqu'au niveau master. D'après vous, dans la communauté produit en France, plus large que juste l'échantillon qu'on a là, à combien monte ce chiffre ? Alors on va jouer le jeu jusqu'au bout. Ceux d'entre vous qui pensent que c'est 36% de la communauté produit en France a poursuivi des études jusqu'au niveau de master, lève la main. Personne ne lève la main. Ceux d'entre vous qui pensent que c'est 56% de cette communauté produit, nous on a quelques mains qui se lèvent. Ceux d'entre vous qui pensent que ce sont les 3/4, 76%, une majorité. La sagesse des foules est effectivement respectée, c'est une majorité de professionnels du produit, donc l'échantillon que nous avons sous les yeux est peut-être relativement représentatif. Maintenant, est-ce que vous connaissez ce même chiffre dans la population active française ? D'après vous, si on prend 100 personnes qui travaillent en France, quelle est la part de ceux qui ont poursuivi des études jusqu'au niveau Bac+5 ? Est-ce 17% ? On a presque une majorité de la pièce qui lève la main. Est-ce 27% ? L'autre moitié. Logiquement, il ne reste plus personne pour 57%. Il ne reste plus personne. On est bon. La vraie réponse, c'est effectivement 27%. Je rappelle ma définition de l'endogamie professionnelle, des groupes sociaux cohérents entre eux. On a dit, dans le monde du produit, ce que moi j'ai étudié, 3/4 des gens ont poursuivi des études jusqu'au niveau master. Dans cette pièce, 95% des gens ont poursuivi des études au niveau master. On prend un Français au hasard dans la rue, il y a une chance sur 3 qu'il l'ait fait. Donc on voit bien qu'on a donc une surreprésentation dans le monde du produit des surdiplômés du supérieur. Donc on est un groupe social cohérent. Ça, c'est vraiment la chose à réussir. Il n'y a pas que nous, plein d'autres professionnels, mais il faut le savoir pour nous. L'autre part de la définition de l'endogamie que je décrivais, c'était la tendance qu'ont les groupes sociaux à se reproduire entre eux. Alors quand je parle de reproduction entre eux, appliqué au monde du produit, je ne parle pas littéralement de product managers qui épousent d'autres product managers et qui produisent d'autres product managers. Bien entendu, c'est pas ça. Ça peut, mais je crois qu'on n'existe pas depuis assez longtemps pour que ce soit le cas. Je parle bien plutôt de la tendance qu'ont les product managers à travailler pour des entreprises qui vont développer des produits et des services pour des gens qui sont soit eux-mêmes, soit qui leur ressemblent. Pourquoi est-ce que je pense ça ? Je vais vous montrer à l'écran une slide qui va contenir beaucoup d'informations. Je vais vous la montrer et je vais me taire. Je compte intérieurement jusqu'à 15 pour que vous puissiez la découvrir. Ce que je vous montre à l'écran, c'est, entre 2020 et 2024, l'intégralité des levées de fonds qui ont eu lieu en France pour les entreprises du B2C, donc qui construisent des produits pour vous et moi, le grand public. Tout l'argent qui a été levé, je l'ai divisé, je l'ai regroupé en secteurs d'activité. Les plus littéraires d'entre vous dans la culture startup reconnaîtront peut-être des levées de fonds très connues, comme notamment, pour ne pas la nommer, celle de Sorar. Donc voilà, vous voyez que j'ai recoupé l'intégralité des levées de fonds en B2C entre 2020 et 2024 par industrie. Je vais colorer une partie de l'écran et j'aimerais que vous fassiez une... Ah, je me suis fait spoiler. L'hypothèse que vous auriez certainement devinée,
c'est que la moitié de ces investissements, ceux que j'illustre à l'écran en tant que carré jaune, ce sont des investissements qui ont eu lieu et qui sont allés à destination d'entreprises qui créent des produits et des services pour lesquels les utilisateurs sont eux-mêmes des surdiplômés du supérieur. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent non pas dans le B2C, mais dans le B2B? Oui, certaines mains se lèvent. Rassurez-vous, vous n'êtes pas en reste. Ce que j'illustre maintenant à l'écran, je ne vais plus vous laisser 15 secondes parce que vous avez compris le principe, c'est la même chose côté B2B. Tout l'argent qui a été levé dans l'écosystème des startups en France entre 2020 et 2024, et comment est-ce qu'il se sépare par typologie, par secteur d'activité. Pour faciliter la lecture, je me suis plutôt intéressé à l'utilisateur final. J'ai identifié notamment 2 personas d'utilisateurs finaux des entreprises du B2B, que sont d'un côté les entrepreneurs, c'est vraiment qui créent des entreprises à différents niveaux, des startups, de l'artisanat, qu'importe, et des gens qui managent des entreprises. On pourrait dire des membres de COMEX, des C-suites exécutives. Qu'est-ce que vous pensez que ces 2 populations ont en commun? Une surreprésentation des diplômés du supérieur. Je vous rappelle ma définition de l'endogamie professionnelle. Des groupes sociaux cohérents entre eux et qui se reproduisent entre eux, qui, dans mon exemple, servent leurs propres intérêts. En faisant cet exercice, et ça nourrissait une réflexion que j'avais depuis un moment, je me suis rendu compte, du coup, que ce qui m'avait amené au product management il y a 12 ans quand j'ai commencé, cette volonté de changer le monde, peut-être qu'effectivement, je participais de changer le monde. Mais est-ce que je participais vraiment de changer le monde pour tout le monde ou plutôt pour des gens comme moi ou des gens qui me ressemblaient? C'était une idée forte de se dire, en fait, vraiment, dans ce monde-là du produit, on se ressemble beaucoup. Alors je vous rassure, même si 95% d'entre vous, et j'ai pas levé la main, sont des endogames professionnels, cette conférence, ce propos avec vous, ce n'est pas une accusation, c'est bien plutôt une introspection, parce que je suis moi-même un endogame professionnel. J'ai moi-même fait des études dans ce qu'on appelle une grande école, pas très loin d'ici. J'ai travaillé, le plus clair de ces 12 ans de carrière, pour des entreprises qui créent des produits et des services pour des gens qui me ressemblent. Comme la plupart d'entre vous, dans ce monde des startups, mon super pouvoir, ma super contrainte plutôt, c'était celle de travailler rapidement, d'être capable d'exécuter vite sur des idées, de gagner du temps, des parts de marché, d'aller rapidement. Alors j'étais assez rassuré en début de carrière quand j'ai commencé à travailler vraiment dans le monde des startups en lisant cette citation que je vous laisse découvrir. Est-ce que vous sauriez dire qui a dit cette citation? Jamais personne n'a dit ça. Jamais personne n'a dit ça. En tant que professionnels du produit qui travaillons dans les startups, le temps, c'est notre contrainte principale. Et du coup, il y a un effet pernicieux qui se crée, c'est qu'avec cette contrainte de temps, on est conduit à prendre des décisions très rapidement. Notre travail en tant que product manager, c'est de prendre des décisions. On a une contrainte de temps, il faut donc raccourcir le temps qui existe entre le moment où on réfléchit à un problème, on trouve des solutions et on exécute sur cette solution. Donc, tout ce temps-là. En tant que professionnel du produit, on a un pouvoir magique pour réussir cet exercice-là, c'est de faire appel à son intuition. L'intuition, c'est on le définira dans un instant, mais c'est cette petite voix qui vous souffle la réponse sans même que vous sachiez pourquoi vous savez, sans savoir pourquoi vous savez. Et en fait, quand on a vu pas mal de situations, quand on a l'impression de gagner en expérience, on se rend compte que, tiens, mon intuition, ce que j'ai le sentiment qu'il faudrait faire, cette intuition-là, elle me souffle souvent des bonnes choses, ou en tout cas, ce qu'elle me souffle, c'est apprécié, c'est pertinent. Et comme on doit aller vite, on va aller rapidement, on va s'en remettre à son intuition. Alors comme vous, en travaillant dans le produit, moi je m'en suis toujours remis à mon intuition. Et puis j'ai eu une expérience qui a duré 3 ans, qui s'est terminée l'année dernière, où j'ai travaillé pour une société qui s'appelle Money. Money, c'est le pitch qu'on défendait, c'était d'être la super app pour les diasporas. Donc on avait pour ambition d'être l'application qui syndique tous les produits et services dont on a besoin si on vit en France et qu'on a de la famille à l'étranger, dans des pays en développement, et le plus souvent qu'on soutient financièrement. Il y a une partie du produit qui ressemble un peu à ce qu'un Western Union peut apporter en termes de transfert d'argent international, et d'autres produits et services également. Chez Money, je me suis retrouvé pour la première fois de ma carrière à travailler pour des utilisateurs qui étaient vraiment très différents de moi. Et du coup, ça s'est accompagné d'une profonde interrogation, une profonde introspection sur ma façon de faire du produit. Est-ce qu'elle avait été la bonne tout ce temps? Et est-ce que mon intuition m'avait permis de prendre des bonnes décisions? C'est la première fois dans ma carrière que je me suis vraiment retrouvé à me dire, est-ce que je peux
vraiment faire confiance à mon intuition. Alors, je vais prendre une première anecdote pour l'illustrer. Donc, chez Money, comme je vous disais, on crée des produits et des services pour les diasporas. Des gens qui ont de la famille qui vit à l'étranger dans les pays en développement. La recherche utilisateur avait démontré que l'expérience de paiement dans le transfert d'argent, c'est vraiment le moment le plus stressant. Parce que, pour plein de raisons, mais la population des gens qui vont envoyer de l'argent dans des pays en développement, c'est une population qui est beaucoup plus victime d'arnaques sur Internet que d'autres populations. C'est aussi, ils vont beaucoup plus souffrir de règles de lutte contre la fraude, donc parfois des faux négatifs. Donc on va les empêcher de réussir à payer pour des transactions légitimes. Donc on sait de la user research que cette expérience de paiement est très très complexe. Donc on décide, en équipe produit, de proposer des méthodes de paiement alternatives à la carte bleue. Faire en sorte que les utilisateurs n'aient pas besoin de sortir leur carte bleue sur un site qu'ils ne connaissent pas nécessairement pour pouvoir régler leurs transactions. On réfléchit à des solutions qui existent sur le marché. On atterrit sur 2 solutions qui nous paraissent assez intéressantes à développer, que sont Google Pay et Apple Pay. On est une start-up, on a des ressources limitées, on veut aller vite, il faut qu'on priorise. Qu'est-ce qu'il faudrait donc qu'on fasse entre Google Pay et Apple Pay? Si vous étiez à ma place, laquelle de ces 2 méthodes de paiement alternatives prioriseriez-vous? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous prioriseriez Google Pay? On a une écrasante majorité dans la pièce. Et ceux qui prioriseraient du coup Apple Pay, c'est le reste. J'étais comme vous. J'ai répondu Google Pay. Cependant, c'est un propos sur l'intuition. Vous êtes des gens intelligents. Vous vous doutez bien que ce n'est pas la bonne réponse. J'aimerais qu'on interroge pourquoi votre intuition est allée vers Google Pay comme la mienne m'avait amené à penser que c'était la bonne décision. Je pense que comme moi, vous avez dû vous dire le suivant. Vous avez commencé par convoquer une représentation mentale de l'utilisateur typique des gens qui ont des besoins de transfert d'argent à l'international. Vous êtes représenté ces gens-là de par votre expérience personnelle. Vous êtes ensuite mené à faire une évaluation de leur niveau de vie. Vous avez peut-être estimé que leur niveau de vie n'était pas forcément, leur niveau de revenu n'était pas forcément le plus élevé. Vous avez ensuite mobilisé des connaissances sur le marché du smartphone. Vous savez qu'un smartphone iOS, iPhone, c'est plus cher qu'un téléphone Android. Et vous savez peut-être également que la distribution générale du parc des smartphones dans le monde, c'est 70% à la faveur d'Android et 30% à la faveur de iOS. Vous avez récupéré toutes ces informations ensemble, vous avez réconcilié tout ça et vous avez dit il est du coup plus probable que ces utilisateurs-là préfèrent qu'on leur propose Android Pay, Google Pay. Bien entendu, c'est la mauvaise réponse. La première information que vous n'avez pas, c'est que la répartition du parc des smartphones dans la population spécifique des utilisateurs de Money, qui est vraiment ce qui nous intéresse, elle n'est pas 70-30, elle est presque 50-50. Donc déjà, on se basait sur des informations qui étaient fausses. Notre intuition est allée chercher des informations qui étaient peut-être vraies en l'absolu, mais qui n'étaient pas vraies pour la question qu'on nous posait là. Moi, en tant que product manager, cette information-là, elle m'a interrogé. Je me suis dit, ah mince, j'étais donc parti pour prendre une mauvaise décision sur la base de mauvaises informations. En bon product manager, je me dis, allons au bout de cette démonstration, faisons un test. Donc on a construit un fake door experiment, ou un smoke screen. Donc on a construit des écrans qui laissaient à penser à l'utilisateur qu'il s'engageait dans un parcours de paiement avec soit Google Pay, soit Apple Pay, jusqu'au dernier clic, on lui révèle finalement que le produit n'existe pas, mais qu'on le remercie pour son intérêt et qu'on va le prioriser. Ce qui ressortait de cette analyse, ce fake door, c'est que 50% des gens qui avaient commencé un parcours de paiement avec Apple Pay souhaitaient le terminer, pour à peine 23% des utilisateurs de Google Pay. Donc on avait donc quasiment le même nombre d'utilisateurs et des utilisateurs beaucoup plus engagés. Donc c'était donc une bien meilleure chose de faire Apple Pay. Ce qu'on a fait, et on a effectivement augmenté le succès du taux de paiement de 32%. Donc notre histoire, elle est réussie. Ce qui se passe ici, et le piège dans lequel vous êtes comme moi tombé, c'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive, c'est un biais de substitution. En fait, notre cerveau, il n'est pas fait pour répondre rapidement à des questions complexes. La question complexe que je vous ai posée, c'est celle-ci. Je vous laisse la découvrir parce qu'elle est également importante. Votre cerveau a vu cette question, votre réflexion a vu cette question, et s'est dit non, il faut que j'aille vite. C'est pas cette question à laquelle j'ai envie de répondre, je vais la substituer, cette question, par une question beaucoup plus simple à laquelle j'ai la réponse. Et bien entendu, si dans votre cerveau vous vous êtes dit ça, c'est que la simple fait de poser la question n'était pas la bonne. Pourtant, c'est ce que vous avez vraisemblablement fait comme moi je l'ai fait à l'époque. Cette histoire-là m'a vraiment chamboulé. Je me suis dit, si j'avais suivi mon intuition sur cet exemple-là, j'aurais donc pris des mauvaises décisions. Peut-être que,
mon intuition m'a joué des tours tout ce temps dans ma carrière. C'est pas juste parce que je commence un nouveau travail avec de nouveaux utilisateurs que je découvre que mon intuition me souffle de mauvaises choses. Et si, tout ce temps dans ma carrière de product manager, j'avais pris de mauvaises décisions en suivant mon intuition. Les conséquences de ces mauvaises décisions étaient moins évidentes à lire parce que les utilisateurs me ressemblaient beaucoup plus, mais peut-être qu'elles étaient tout aussi fausses. Est-ce que c'était pas la première fois que je me rendais compte que, non, en fait, un professionnel du produit, ce n'est pas son utilisateur. Donc j'ai réexploré un petit peu mon expérience passée. J'avais travaillé pendant 4 ans chez ManoMano. ManoMano, pour ceux qui l'ignorent, c'est une marketplace en bricolage. On vendait des produits de jardinage, de bricolage. Et surtout, le positionnement de ManoMano à cette époque-là, c'était beaucoup de surfer sur la vague du DIY, du faire soi-même, la vague des makers. Donc on avait un ADN assez fort sur permettre à tout le monde de faire du bricolage, augmenter la taille du marché. Ce que je vous montre à l'écran ici, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des grands bricoleurs, c'est une perceuse Makita 18 volts, perceuse visseuse burineur, devrais-je dire. Si vous rentrez dans une grande surface de bricolage, aujourd'hui, on vous parlera de cette perceuse en ces termes-ci. Mais si je vous dis que cette perceuse, elle pèse 1,4 kg, qu'elle a un couple d'embrayage de 16, une puissance de rotation maximum de 24 à 42 Nm et qu'elle a un diamètre de mandrin maximum de 13 mm, je ne suis pas sûr que ce soit des arguments pour l'acheter. Et bien chez ManoMano, dans l'équipe produit, on s'était fait un peu une réflexion similaire. On s'était dit, notre ADN à nous, c'est de démocratiser le bricolage. Le jargon du bricolage, c'est un obstacle pour généraliser l'adoption du bricolage. Et si, au lieu de parler de cette perceuse en ces termes techniques, et si on en parlait en des termes que tout le monde peut comprendre? En fait, cette perceuse, elle n'est pas lourde. Elle s'adresse à des bricoleurs de niveau intermédiaire. Vous n'aurez pas besoin de la brancher au mur parce qu'elle a une batterie. Et en vrai, c'est un bon rapport qualité-prix. Là, tout de suite, ça nous donne beaucoup plus envie de l'acheter. D'après vous, est-ce que c'est donc la bonne décision à prendre? À nouveau, c'est un propos sur l'intuition. Vous êtes des gens intelligents, vous vous rendez bien compte que c'est un piège. Effectivement, c'était la mauvaise décision à prendre. Le prix moyen de cette perceuse, c'est 200 € dans le commerce. Je ne sais pas vous, mais quand je découvre une catégorie de produits, le premier achat que je fais, il n'est pas de l'ordre de 200 €. Donc en fait, en rendant plus accessible ce produit à des gens qui n'avaient pas ce budget à mettre, on ne vendait pas plus de perceuses. En revanche, les gens qui, eux, maîtrisent le vocabulaire, des gens qui vraiment ont 200 € à mettre, ils se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce site où on parle comme si j'étais un enfant de 5 ans ?» Donc on perdait sur les deux fronts. En fait, on s'était trompé de problème. On résolvait le problème des utilisateurs de ManoMano. On ne résolvait pas le problème des gens qui voulaient effectivement acheter des perceuses. Donc en fait, cette histoire d'intuition, elle m'avait déjà joué des tours. Je m'en étais pas forcément rendu compte jusqu'à présent. Et c'était quelque chose qui m'a marqué, qui m'a inspiré de me renseigner et de lire plus sur qu'est-ce qui faisait mon intuition. Alors je me suis mis à lire sur l'intuition. Alors la personne, l'auteur un peu phare sur ce thème de l'intuition, c'est une personne que je vous montre à l'écran, c'est Daniel Kahneman. Je précisais récemment, ce livre qu'il a écrit, Thinking Fast and Slow, je pense qu'il apparaît dans le top 5 des recommandations lecture de... Vous demanderez à ChatGPT, il vous dirait qu'il faut lire ça pour devenir quelqu'un de successful dans la vie, j'imagine. Peut-être que moi j'ai dû faire ça à la fin de mes études et je me suis arrêté au numéro 1 de la liste, c'est celui-là, j'ai lu que celui-là. Mais effectivement, je le recommande, c'était une bonne recommandation. Daniel Kahneman, c'est un économiste un économiste américain, sociologue américain, qui a notamment obtenu le prix Nobel en économie en 2002. Et donc il est connu pour cet ouvrage-là, les deux vitesses de la pensée, Thinking Fast and Slow. Et pour lui, il décrit dans cet ouvrage le mécanisme de prise de décision comme étant le résultat d'un dialogue interne qu'on va avoir entre la vitesse, le système 1 et le système 2. La vitesse rapide de pensée et la vitesse lente de pensée. La vitesse rapide de pensée, c'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est le fait qu'on sait sans savoir pourquoi on sait. La vitesse rapide de l'intuition, c'est celle qui fait que quand je vous montre cette image-là, vous savez sans pouvoir vraiment savoir pourquoi, que cette personne-là n'est pas très contente, et vous êtes capable de faire une hypothèse sur ce qui va sortir de sa bouche, et vous savez que ce ne serait pas très agréable à entendre. Ça, c'est l'intuition. Vous savez sans savoir pourquoi. Le système 2, celui qui est lent, celui qui est coûteux, c'est l'intelligence, c'est vraiment l'application, l'effort, la discipline. C'est celui qui fait que si je vous montre cette équation-là, vous savez que vraisemblablement vous pourriez y répondre, mais pour ça, il faudrait que je me taise. Il faudrait que vous sortiez une feuille de papier, un stylo, et que vous réfléchissiez tranquillement.
Donc cette vitesse de pensée-là, cet effort mental, très différent de l'intuition. Mais les deux se complètent et les prises de décision sont fonction des deux. Ça, c'est la pensée forte de Daniel Kahneman. Il y aurait beaucoup plus à dire sur toute son œuvre, et je serais ravi d'en parler avec vous par la suite. Mais dans le cas de ce qui m'intéresse moi, m'être rendu compte que mes décisions étaient à ce point-là influencées par mon intuition, et que mon intuition me venait de mon expérience, et comme on l'a dit en début de propos, que mon expérience, elle était très particulière, elle résultait d'une certaine position, d'un certain groupe dans lequel moi je suis. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et je pense que ça a fait de moi un meilleur professionnel du produit. Et d'ailleurs, il m'est arrivé une dernière anecdote que je voudrais partager avec vous. C'est celle où je me retrouve à discuter, toujours dans le contexte de Moni, je me retrouve à discuter avec un partenaire à propos du copywriting, donc de l'importance de bien travailler le langage, les mots qu'on va employer pour décrire les choses sur des écrans. On discute avec ce partenaire assez longtemps, puis la discussion un peu s'emporte, on n'est vraiment pas d'accord. Et puis le partenaire finit par dire « Mais de toute façon, là, vraiment, on est en train de débattre pour rien, parce que les utilisateurs, ils ne parlent pas français. » Là, à nouveau, ma petite alerte à intuition s'est déclenchée, et je me suis dit « Ah, est-ce qu'on sait vraiment ça? Est-ce qu'on l'a étudié ou est-ce qu'on est en train de, à nouveau, convoquer une représentation fausse de nos utilisateurs? Qu'est-ce qu'on sait de leur maîtrise du français ?» Et on s'est engagé avec l'équipe produit que je manageais à l'époque dans un travail, une réponse qui n'est pas du tout binaire. Des 3 anecdotes, c'est peut-être la moins intéressante, mais qui illustre plutôt le travail nécessaire quand on est professionnel du produit. Le travail dans lequel on s'est embarqué, c'était la définition de persona. Donc on a conduit plus de 80 entretiens utilisateurs, on a discuté avec des gens et on a réussi à catégoriser, segmenter ces utilisateurs, notamment à propos de leur maîtrise de la langue. Et c'est vrai, il y avait certains de nos utilisateurs qui ont eux-mêmes fait l'expérience de la migration, qui peut-être viennent de pays dans lesquels le français n'est pas la langue officielle, et qui effectivement ne maîtrisaient pas les subtilités de langage à l'écrit. Mais on avait également plein d'autres utilisateurs qui étaient français, de parents français, qui ont vécu toute leur vie en France, et qui maîtrisent la langue et les subtilités de langage comme tout autre produit comme toute autre population pour tout autre type de produit et de service. Et donc, en apportant une réponse manichéenne à cette question, nos utilisateurs parlent-ils le français ? On aurait risqué 2 choses. En disant non, ils ne le parlent pas. On se privait des gains potentiels d'aller travailler la copie, bien gagner des points en présentant des informations de façon un peu plus complexe, ou en répondant non, ils ne parlent pas oui, ils parlent pas très bien le français. Alors on se privait de l'accessibilité nécessaire auquel un produit doit penser quand on s'adresse à des populations très larges et justement à des profils d'utilisateurs si différents. Dans la pratique, nous on a tenté ça, on a fait un A/B test. Alors je vous vois froncer les yeux, c'est normal, vous ne voyez rien à distance. J'ai zoomé. Tout ce qui change entre ces 2 écrans, à part une mention légale, c'est le CTA, le texte du CTA. Avec un simple changement de texte, on a réussi à gagner 54% d'adoption sur le même écran. C'était bien que, quelque part, il y a une partie de nos utilisateurs pour lesquels c'était important, ce changement-là. Tout ce propos sur l'intuition et cette introspection qu'on vient de faire un peu ensemble, cette caractérisation de l'endogamie professionnelle et de ses effets néfastes sur notre prise de décision, j'aurais voulu en fait me la partager à moi-même quand j'ai commencé ma carrière. Quand je vous disais au tournant des années 2010, je m'intéressais à rejoindre la tech pour ces notions de changer le monde. Et je me dis, si je pouvais retourner en arrière et me donner des conseils, qu'est-ce que je voudrais me dire ? Je voudrais me dire la première chose, quoi que je le dise, quelle que soit la façon dont je formule les choses, je ne suis pas mon utilisateur. Je ne suis pas mon utilisateur, même si je suis venu en métro avec. Je ne suis pas mon utilisateur, même si je suis dans la pièce avec mon utilisateur. Je ne suis pas mon utilisateur, même si je retrouve mon utilisateur après coup, ou si je pars en vacances ce soir avec, je ne suis pas mon utilisateur et je ne serai jamais mon utilisateur. Et donc on passera jamais assez de temps à étudier notre utilisateur parce que ce n'est pas nous. Et c'est une idée très simple, mais en fait, moi-même, je me suis rendu compte que je ne me l'appliquais pas assez fermement. Je me suis également rendu compte que c'est très bien d'avoir de l'intuition, c'est très bien de recruter des gens qui ont des bonnes intuitions, d'avoir des bonnes idées rapidement, et c'est encore mieux d'être capable d'arrêter cette production automatique de certitude qu'est l'intuition, et de se dire qu'est-ce que j'en sais en fait vraiment, comme dans les anecdotes que je vous racontais. Parce que si on ne fait pas cet exercice, on risque de prendre de mauvaises décisions. Et ce que moi je constate, après 12 ans d'expérience en entreprise, c'est que beaucoup de gens ont un peu la flemme de faire ça. C'est beaucoup plus facile de suivre son intuition. Ça ne nécessite pas de réfléchir. Daniel Kahneman, il nous dit, la pensée rapide, elle n'est pas coûteuse, elle est intuitive, elle vient toute seule, on peut faire ça toute la journée. La pensée lente, elle est coûteuse, elle s'entraîne, c'est un muscle. Il faut le faire souvent pour que ce soit moins embêtant de le faire. Je me dirais,
n'hésite pas, travaille ça le plus vite possible parce que ça te servira le plus dans ta carrière. Je me dirais également, c'est super de travailler avec des utilisateurs qui nous ressemblent, mais il y en a plein d'autres aussi. Et donc en fait, même si notre monde de start-up nous amène à travailler pour des gens qui nous ressemblent, ce que je vous montrais en introduction, peut-être que c'est aussi intéressant d'aller chercher des expériences auprès d'utilisateurs qui ne nous ressemblent pas. Moi, personnellement, je sais que ça a fait de moi un meilleur professionnel du produit. Et enfin, pour conclure, je me dirais, et je vous dirais, que si comme moi, vous avez rejoint le produit et la tech, un peu nourri de ces idées, qu'en faisant ce travail, on participe de changer le monde, bah, peut-être l'essentiel, c'est de changer le monde, mais pour tout le monde. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci Clément. Ça va être place aux questions et je vais te laisser prendre un petit verre d'eau. Merci pour ce pitch. Hop, je vais y arriver. Donc place à vos questions, n'hésitez pas à lever la main. Je sais que la première question c'est toujours la plus dure et on va vous passer le micro. Qui veut se lancer? Hop, je te passe le micro. Bonjour et merci et bravo, hein, c'était vraiment super intéressant. Mais je vais prendre le contre-pied parce que évidemment, c'est plus intéressant comme ça. L'intuition, elle sert aussi dans le produit et du coup, je voudrais savoir là où elle vous a servi. Oui. Alors, mon propos sur l'intuition ici, il est un peu plus, on va dire, un peu moins nuancé que ce que j'aimerais vraiment en dire pour être plus intéressant à partager avec vous. Ce que je ne dis pas, ce qui pourrait être une ouverture intéressante, si on faisait une dissertation, ce qu'on ne fait pas, ce serait de dire que en fait, l'intuition, c'est le fruit de l'expérience. Ce que je décris en parlant d'endogamie professionnelle, c'est le fait qu'en étant un groupe social très cohérent, on s'est soucié on a un filtre pour voir le monde qui est très cohérent. Et ce filtre pour voir le monde, c'est pas quelque chose de donné immuable, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Et mon expérience personnelle me fait me dire que en adoptant un regard critique sur les choses, en questionnant régulièrement ce que je pense que je sais, en me demandant pourquoi est-ce que je pense que je le sais, ça m'amène finalement à avoir des meilleures intuitions, paradoxalement. Je retravaille cette machine à produire des certitudes en la reprogrammant, en ayant accepté qu'elle peut se tromper. Dans mon expérience, et surtout si on travaille très longtemps sur une problématique, ou dans le cas qui nous intéresse ici, sur des utilisateurs, sur une industrie particulière, je pense qu'à force de faire cet exercice, de challenger ce qu'on pense qu'on sait, je pense qu'à force on développe une intuition qui est tout aussi rapide, mais qui est bien plus efficace, parce qu'on se reprogramme. Donc en fait, pour réconcilier tout ce qu'on se dit, c'est que l'intuition, c'est issu de l'expérience, donc en la travaillant bien, on peut se reposer dessus. C'était super intéressant et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous préconiseriez pour lutter contre cette endogamie justement qui existe. Est-ce que ce serait de recruter des gens qui ne sont pas forcément des titulaires de Master ou Master 2, ou c'est de mieux connaître ses utilisateurs avec les personas, etc. C'est une excellente question. Dans la démonstration que je fais là, l'étude que moi j'ai faite sur les profils de gens qui travaillent dans des fonctions produits et on va dire l'investissement dans les startups, je me suis basé sur ce critère-là de niveau d'études parce que c'est celui qui est le plus facilement documenté. En fait, l'INSEE produit des statistiques, donc on a cette information. C'est beaucoup plus facile à obtenir. Sur LinkedIn, c'est facile de savoir, mettre des études, voilà, des masters, des écoles. C'est quand même une réduction. En fait, ce que je veux dire derrière le niveau d'études, c'est de dire on continue de porter une endogamie qui existe déjà dans ces écoles-là, en fait. Elles-mêmes, elles ne sont pas forcément le fruit de recrutement qui sont équitables. Et donc, je ne suis pas du tout en train de dire il faut recruter des gens, il faut, entre guillemets, à toutes les études qu'on a faites, elles ne servent à rien. Au contraire, il faudrait des gens qui soient... Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Juste que, puisque ce qui nous a amené à faire des études, c'est déjà quelque chose qui est relativement endogame, il y a déjà un peu des inégalités ou un biais de sélection à cet endroit-là, il se reproduit à l'étape d'après. Et donc, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas avoir cette exigence en termes de niveau d'études. C'est pas du tout ça. En revanche, oui, des parcours de carrière un peu différents. Moi, par exemple, dans cette expérience chez Moni, il s'est trouvé, mais ce n'était pas forcément quelque chose de conscient, que j'ai beaucoup embauché de gens qui étaient même niveau d'études, mais qui avaient grandi dans d'autres pays, qui étaient en reconversion professionnelle, qui avaient travaillé en Amérique latine, en Chine. Et du coup, c'était un bon équilibre de gens qui avaient le même niveau, même standard de qualité qu'on peut attendre de n'importe qui, et en même temps qui avaient une expérience très riche, quelque chose de très différent.
Donc voilà, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais je dirais oui, le recrutement, ça joue beaucoup. Et effectivement, c'est un enjeu très important. Il faut le surveiller. Déjà, c'était très intéressant, donc bravo à vous. Moi, je vais juste rebondir sur le moment où vous avez dit on n'est jamais l'utilisateur. Est-ce que si jamais on participait à un produit où vraiment comment dire, si on pouvait s'imaginer en tant qu'utilisateur, par exemple, imaginons je construis vraiment le produit de mes rêves et je me projette en tant qu'utilisateur, est-ce que vous considérez toujours qu'on serait pas l'utilisateur ? Tu m'aurais posé la question il y a 6 mois. J'aurais dit, avant qu'on ait cette introduction sur le vibe coding, le fait de pouvoir créer des applications si facilement, je t'aurais dit, je pense que c'est pas possible. Je pense que à partir du moment où il y a plus d'un utilisateur, on ne peut pas être son utilisateur, parce que son utilisateur, c'est une espèce d'entité indéfinie qui est la somme de plein de gens différents. Donc on peut forcément pas l'être. Sauf à ce qu'il n'y ait qu'un seul utilisateur de son application, c'est soi. Et jusqu'à présent, produire du code pour un seul utilisateur, c'était pas vraiment rentable. Mais visiblement, maintenant, ça l'est. Donc peut-être que ce que je dis là est faux. Mais non, voilà. Mon propos plus profond, c'est de dire, à partir du moment où il y a plus d'un utilisateur, il y a plus d'une façon de voir, d'exprimer son besoin, plus d'un parcours différent. Donc même si on a créé, et ça arrive à plein d'entrepreneurs qui ont beaucoup de succès d'ailleurs, construire des solutions à des problèmes qu'eux-mêmes ont vécu. S'ils ont beaucoup de chance ou beaucoup de méthodes, leur cas particulier s'applique à beaucoup de gens. Donc en résolvant leurs problèmes, ils résolvent au passage le problème de beaucoup de gens. Mais c'est aussi, je pourrais citer un nombre incalculable de fois où penser qu'on est son utilisateur, ça, au contraire, ça amène au mur, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y ait d'autres gens, qu'il y ait d'autres besoins. Donc même dans ce cas-là, je pense qu'il faut avoir le recul de se dire, ah tiens, bah moi, peut-être que je représente une partie des utilisateurs qui pensent comme ça, mais qu'en disent les autres ? Et c'est pour ça que ce travail sur les personas, il est assez important. Des questions surprises. Non, c'était par rapport quand vous parliez de répartition Android iOS et qu'en fait vous êtes rendu compte que votre intuition était mauvaise ou en tout cas biaisée. Est-ce que c'est pas lié à peut-être un problème de ciblage où en fait on avait pensé aux utilisateurs qui reçoivent l'argent quand vous avez parlé du fait que peut-être que les iPhones ça coûte cher et que fallait avoir que les utilisateurs n'avaient pas forcément les coûts pour s'acheter un iPhone. Est-ce qu'on n'aurait pas dû penser à ceux qui envoient de l'argent et qui, eux, auraient peut-être plus les moyens de s'acheter un iPhone et que ce serait une erreur de ciblage? Exactement. Tu parles de ciblage. Moi, je disais représentation, mais la façon dont on s'imagine ces utilisateurs-là, elle est vraisemblablement fausse. Moi, j'ai une hypothèse là-dessus. Je pense que sur ce cas de Google Pay, Apple Pay, en fait, ce que ça illustre, c'est le fait que les utilisateurs du transfert d'argent sur Internet, et les utilisateurs de Money en particulier, ne sont pas représentatifs des utilisateurs du transfert d'argent au global. Je ne connais pas le profil moyen des utilisateurs de transfert d'argent au global. J'ai passé 3 ans sur la problématique. Je connais un peu mieux ceux des utilisateurs de Money. C'est ce qui m'intéressait moi. Et donc, du coup, peut-être que la représentation qu'on convoque tous quand on imagine... personnellement, je n'ai pas ce besoin, je ne suis pas cet utilisateur. Mais donc, quand je convoque la représentation que je m'en fais, peut-être que je me repose sur des discussions que j'ai eues avec des gens, certains de mes proches, peut-être que je vais me représenter des gens qui font la queue dans la rue devant un Western Union. Et peut-être que c'est ça la représentation mentale que je représente. Ce qui est certain, c'est qu'elle est peut-être le fruit d'un filtre peut-être subjectif. Et en fait, le seul truc de toute la représentation, de tout le cheminement de pensée que j'ai illustré, le seul vrai point intéressant, c'était celui de la répartition, justement 70-30. C'est la seule bonne raison de penser qu'il faut mieux faire Google Pay. Mais on était tous complices de cette dit non, en fait, il n'y a pas que ça qui a joué dans notre intuition qui nous a amené quelque part. Et donc, c'est cet enjeu-là que je trouve intéressant. Alors, on vous a dit tout à l'heure, on est aussi en live stream, et je vais passer le micro à Tristan, qui va être la voix des 2 streamers qui posent des questions. Yes, exactement. Je me fais la voix des personnes qui sont à distance, qui sont en recherche de conseils. Elles te demandent comment est-ce qu'on peut concilier un besoin d'exécution rapide et étude plus approfondie de ses users. Est-ce que tu as des petits tips sur ça? Ils mentionnent notamment le service design, donc je ne sais pas si c'est des choses qui te parlent et que tu as pu utiliser. Non, d'ailleurs, je ne suis pas très familier du terme, mais on m'a souvent posé cette question suite à ce propos. Oui, mais ok, c'est très bien de dire tout ça. C'est très bien de se moquer de nous-mêmes en disant allez, prenons 6 mois pour faire de la recherche, on n'en fera jamais. Mais comment est-ce qu'on provoque ce moment-là quand la réalité de la situation
de la plupart des product managers, c'est je suis dans une salle de réunion, il y a des gens en face de moi qui attendent une réponse. Je ne peux pas juste leur dire viens, on s'arrête et on réfléchit. Ce que j'ai souvent tendance à répondre, mais qui est un peu une réponse facile, c'est de dire si on est en train d'avoir cette discussion-là, à ce moment-là, avec des stakeholders qui attendent une réponse maintenant, c'est qu'en fait le temps de la recherche est passé. Donc peut-être que ça veut dire que d'un point de vue organisationnel, je suis, moi, product manager, sollicité trop tard sur cette question. Parce que si en fin de projet, on m'amène en me disant alors c'est noir ou c'est bleu ou c'est rouge, et que moi je dis attends, il faut qu'on l'étudie, j'en sais rien, et si je fais place à cette incertitude-là, on va me dire mais c'est un mauvais product manager parce qu'on voudrait qu'ils nous disent bleu ou rouge. On mesure que là-dessus. Donc ce que j'ai tendance à dire, c'est si vous sentez que votre organisation, vous vous retrouvez dans ces situations-là, c'est peut-être un symptôme d'un mal plus grand. Posez-vous la question, quel est le moment ? C'est quoi le bon moment ? Alors, il se trouve qu'il y a un collègue dans la pièce, avec Maxence, on se pose beaucoup ces questions-là chez Rakuten, et on en est arrivé à la conclusion de se dire, peut-être que ces moments-là, on ne les a pas assez clairement définis. Peut-être qu'il faut qu'on revendique plus clairement avec nos stakeholders le fait qu'avant d'en arriver à des questions d'exécution, il y a des questions de conception qui se posent beaucoup plus tôt. Et que la conception, c'est pas juste quelle solution on va prendre techniquement pour faire les choses, c'est pourquoi on ferait ça, qu'est-ce qu'on sait de nos utilisateurs. Et que si on crée ce moment, peut-être que la place à l'incertitude, elle est plus grande. Il ne faut pas non plus que ça dure des années, on n'est pas des chercheurs, on n'a pas prétention à l'être, quoi. Par contre, on doit prendre des décisions, ça c'est vrai. C'est bien de ralentir un peu la prise de décision pour prendre de meilleures décisions. Il ne faut pas que ça amène à l'inaction non plus. Trop bien, merci beaucoup. J'ai une deuxième petite question de la part de Maria, qui pareil est aussi en recherche de conseils. Tu parlais notamment pas mal de biais. Et sa question, c'est comment identifier le ou les biais qu'on peut avoir et comment est-ce que on peut plus facilement prendre du recul pour réussir à se challenger. C'est une question très large. Je pense que des biais, on en a tous. Par essence, on voit les choses de façon différente. Le conseil plus général, le sujet est super intéressant, c'est très largement documenté. Je parlais du biais de substitution, c'est celui qui intellectuellement me paraît le plus intéressant. Mais il y en a plein de ce genre-là. Je vais vous en partager un autre qui arrive très très souvent dans un contexte professionnel, c'est le biais de récence. Le biais de récence, c'est quand on découvre quelque chose, la semaine qui suit, de penser que c'est la seule bonne idée qui a jamais été pensée dans le monde. Alors peut-être que ça vous arrive à vous, mais peut-être que surtout vous avez déjà entendu des gens proches de vous, des décisionnaires, qui vous parlent d'un truc le lundi, et le vendredi, si c'est pas exécuté, ils se disent « Mais pourquoi ? C'était sûr que c'était la bonne idée, je l'ai eu lundi. » Donc c'est très intéressant de les connaître. Peut-être une bonne première approche, c'est de documenter de cette approche-là, de comprendre et de savoir les reconnaître. Moi, j'ai fait un gros travail sur la partie, au moment de conduire les 80 entretiens que je vous décrivais là. Comme chez Moni, on était une petite équipe, il n'y avait pas forcément une compétence user research très forte. On s'est tous beaucoup formés sur la research. Et la formation nous a amené à beaucoup réfléchir à ces questions de biais. Et comment, moi, en tant qu'intervieweur, je ne vais pas donner les réponses à l'utilisateur, je ne vais pas introduire des biais dans ma conversation. Et donc, ça amène à des pratiques d'interview très particulières que vous connaissez peut-être déjà, mais qui, pour moi, étaient un peu assez curieux. Le fait une technique, par exemple, qui s'appelle le parroting, donc comme un perroquet. Donc, de surtout jamais rien introduire de nouveau dans une conversation. C'est très, très bizarre comme façon de parler avec quelqu'un. De répéter les dernières choses qu'ils viennent de dire, avec un ton un peu différent et en appuyant avec le regard, et de se rendre compte que l'utilisateur en face pense qu'on vient de rajouter quelque chose à la conversation. En fait, il continue juste de dérouler sa pensée. Voilà, il y a des techniques comme ça où on peut se rendre compte. Et globalement, un deuxième conseil, ce serait utiliser son esprit critique la plupart du temps. Essayer vraiment de régulièrement se dire « Je pense ça, mais pourquoi est-ce que je pense ça ?» C'est un peu la base du raisonnement analytique en général. Merci, trop bien. Je vais passer le micro. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Quand tu portes cette philosophie-là, mais que tu travailles avec des personnes qui ont une forte culture de l'intuition, justement, comment tu travailles avec eux ou comment tu partages en fait cette philosophie ? Alors, le prérequis de toute bonne collaboration professionnelle, c'est quand même d'accepter que l'autre puisse avoir raison. Donc si vous n'avez pas ça dans votre contexte professionnel, vous pouvez assister à autant de conférences que vous voulez, ça ne changera pas, de base. Mais partons du principe et de l'hypothèse que vous travaillez avec des gens qui peut-être ont une verve importante dans la façon d'exprimer leurs opinions, mais qui présentaient, je fais un anglicisme, auxquels, quand on présente des informations contradictoires, sont capables de se rendre compte que non, en fait, ça va à l'encontre de leurs convictions, ils sont capables de dire, effectivement, j'avais tort. La plupart des gens têtus ne diront jamais, effectivement, j'avais tort, mais ils se mettront à adopter l'idée comme si c'était la leur. C'est la même façon que de dire, j'avais tort.
Ça, vous l'avez déjà certainement observé. Ça nous amène à un autre sujet qui est le fait de faire comprendre. Avoir raison versus avoir tort, c'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je suis quelqu'un de très têtu et j'ai appris que c'était un grand défaut en entreprise. Alors du coup, j'ai essayé d'arrêter de l'être. Je me suis beaucoup intéressé à ce qui était la communication non violente et un axiome de la communication non violente qui dit quand tu t'engages dans une conversation avec quelqu'un, même si tu penses, en fait, si tu veux convaincre l'autre, c'est que tu penses que ton idée est meilleure que la sienne, de base. La plupart du temps, c'est pas aussi simple qu'il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. La réponse, elle est quelque part entre les deux. La plupart du temps, c'est que si la personne en face de toi elle a une opinion si différente, c'est qu'il y a certainement un contexte que tu n'as pas qui justifie quelle est cette prise de position si différente. Et tant que tu n'as pas ce contexte, tu vas t'affronter sur quelque chose qui, en fait, sur le terrain des idées, là où en fait peut-être c'est l'émotionnel, peut-être c'est autre chose, peut-être il y a un agenda caché, peut-être il y a d'autres choses qui se jouent. Et donc la communication non violente, elle apprend à déceler ces trucs, faire preuve d'empathie pour comprendre ça. Et la plupart du temps, dans mon expérience, ça amène à réviser aussi sa position parce qu'on l'enrichit avec des éléments neufs. Et après, donc pour conclure sur cette réponse, je dirais, moi je souscris beaucoup à l'idée selon laquelle les standards sont contagieux. Donc si je m'astreins à quelque chose moi-même, j'ai espoir que ça pollinise dans mon organisation. Donc je suis le premier à dire, ah ben tiens, sur ça je me suis trompé. Là j'ai de nouvelles informations. En fait, j'avais tort. On revoit notre position parce qu'on a appris quelque chose. Comme une façon d'engager un peu, de donner envie aux autres de faire cet exercice. Mais on s'affronte à des... Je sais pas, peut-être que je philosophe et il faut m'arrêter si c'est le cas, mais on s'affronte à des trucs, des mécanismes dans les entreprises où l'incertitude, même l'humilité de reconnaître qu'on a tort, sont pas nécessairement des vertus reconnues. Au contraire, on va bien plutôt reconnaître en entreprise l'assertivité. Ah, bam, je sais quelque chose et cette personne elle est droite parce qu'elle a son plan et depuis le début elle n'a pas bougé de son plan. Vraiment, les histoires d'entrepreneurs. Il était dans la rue, il mangeait plus rien et bam, il a tenu bon jusqu'au bout. En fait, c'est un énorme têtu qui a eu de la chance. Il faut se le dire aussi. Comme on starifie le fait d'être têtu, on se dit que c'est génial. Et peut-être que c'est un truc un peu plus général dans notre culture de travail, je ne sais pas si en France ou ailleurs, mais qui valorise vachement le fait de ne pas changer d'opinion. Donc admettre ses torts. C'est une... Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question sur ce que vous disiez à propos de votre connaissance de vos utilisateurs versus votre connaissance d'utilisateurs d'autres solutions de transfert d'argent. Est-ce que cette focalisation sur vos utilisateurs à vous créerait pas de l'endogamie par rapport au marché en général et donc serait un frein à l'attraction de nouveaux utilisateurs finalement? Oui, c'est très juste. C'est très juste. Il ne faut pas uniquement réfléchir aux gens qu'on a déjà acquis, mais aussi s'intéresser à la majorité des gens auxquels on n'a pas encore diffusé notre message. Non, c'est très juste. J'ai peut-être un peu caricaturé en disant que je connaissais que les utilisateurs de Money. Je m'intéressais un peu plus aux tout venants, mais il faut aussi reconnaître, reconnaître dans son tort, que certains, à ressources limitées, on essayait de mettre on essayait déjà de répondre à la question qui sont les gens qui viennent chez nous, et en question secondaire, et au fait, qui sont les gens du transfert d'argent au global. Mais c'est vrai que dans notre research, on a aussi beaucoup étudié de gens qui n'étaient pas nécessairement des utilisateurs de Money, mais qui venaient un peu confirmer les personas qu'on avait trouvés, avec des proportions différentes. Mais en gros, on retrouvait un peu des personas similaires. Mais effectivement, très bon point. Il ne faut pas limiter sa recherche uniquement aux utilisateurs de son service. Merci, ça va être place aux quelques dernières questions. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Je crois que tu as une question, non ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions dans le live stream aussi ? C'est la première fois qu'on me vous voit aussi souvent, donc si tu veux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Bonsoir. Donc ma question c'est, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour déterminer qu'on a suffisamment pris de recul et donc briser le doute et arrêter la réflexion sur une hypothèse? Trop bonne question. Je pense qu'on ne sait jamais. Mais il y a un moment donné où on se dit, il y a un niveau d'incertitude qu'on a réussi à réduire et un niveau de risque qu'on sait quantifier. On ne saura jamais vraiment, mais on se dit là, voilà, en l'absence d'une certitude absolue, je pense qu'on a un bon niveau d'incertitude. C'est un peu une réponse facile, mais ouais, je dirais, on n'arrivera jamais à avoir une réponse définitive, à nouveau parce que l'utilisateur, ça veut tout et rien dire, c'est plein de gens différents, donc on n'aura jamais une réponse manichéenne. Et donc y passer un peu de temps, je pense au début, la première fois qu'on va mener une campagne de recherche utilisateur, on va prendre beaucoup de temps à la mener, à l'analyser, à être sûr de nous.
Puis à force, on se crée aussi des habitudes. Et on accepte de se dire, voilà, on y passe 2 semaines, et au bout de 2 semaines, il faut qu'on puisse partir à l'étape d'après, quoi. J'en reviens à ce truc où je disais, on n'est pas des chercheurs, il faut aussi qu'on exécute, et il faut aussi faut être pragmatique dans notre travail. C'est un reproche assez légitime qu'on peut faire aux gens du produit, d'être peut-être trop dans la théorie. Voilà, c'est l'occasion de un peu réconcilier les deux. Pour les questions. Si vous n'avez plus de questions, j'ai une question pour toi. Mon micro fait des siennes. C'est toi. Ouais. Ça va être last question, si vous voulez bien. La question que j'ai à te poser, c'est t'es maintenant CPO chez Rakuten. Comment tu transmets cette valeur de faire attention à l'endogamie à tes équipes? C'est quoi le conseil que tu leur donnes ou que tu essaies de pratiquer? Alors, c'est un propos beaucoup plus facile à faire passer quand, dans l'anecdote que je raconte, le travail spécifique dans le contexte de Moni faisait qu'il y avait tant d'écart entre un start-upper moyen et l'utilisateur de ces produits ou services. C'est un peu moins le cas dans plein d'autres produits ou services, mais peut-être que justement, comme j'ai acquis cette expérience maintenant, j'ai l'occasion de se dire, ah bah tiens, revenons dans un secteur peut-être avec plus d'endogamie, où l'utilisateur nous ressemble plus, et maintenant appliquons ce que je professe ici, quoi. Et pour le moment, à ce stade, hein, c'est très récent, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de passer beaucoup plus par de la recherche. Et ce qui est assez évident, c'est que quand même l'intention de la recherche était là, je pense que tout le monde était assez convaincu sur le fait qu'il fallait en faire. Je pense que dans la pratique, peut-être qu'on n'en faisait pas assez. Et on voit assez rapidement le fait que en donnant cette énergie, tout le monde vient avec nous en entretien, c'est assez intéressant. On se retrouve à 15 dans une pièce avec juste l'ordinateur d'un côté et juste 2 intervieweurs. Donc il y a une espèce d'aspiration à challenger ce qu'on pense qu'on sait de l'utilisateur. Et ça, c'est le signe, je pense, d'une organisation qui se pose les bonnes questions. Super intéressant. Merci, un grand merci à Clément. Merci à tous. Alors Clément, tu nous as régalé ce soir. Du coup, notre objectif, c'est aussi de te dire merci. Et du coup, on a un petit cadeau à t'offrir de la part de WeFit. Alors, tout d'abord, je change juste de micro. Hop. Alors, en premier cadeau, l'endogamie, c'est bien. On veut que tu partage cette expérience avec le plus de gens possible. Du coup, on t'offre Gourde WeFit pour t'hydrater pour les prochains talks. Le deuxième, on en avait discuté ensemble. Je sais que tu es un passionné de surf. Et du coup, on va t'offrir un chèque cadeau pour que WeFit puisse t'accompagner sur tes prochaines planches. Et on essaye de penser au maximum. Du coup, qui dit surf, dit plage, dit talk bag. Et du coup, tu as un talk bag WeFit. Donc, un grand merci à Clément, c'était un vrai plaisir de vous avoir ce soir. Et ce n'est pas fini, on fait juste une photo avec toi, si tu le veux. On va faire un selfie tous ensemble. Alors, c'est l'objectif d'essayer de se rassembler un maximum. Après 3, 2, 1. Ouais. Et alors, c'est pas tout à fait fini. Il nous reste une dernière surprise et cette surprise, elle va être pour vous. Pourquoi? Alors, pourquoi Anne-Claire? Pourquoi parce qu'en prime ce soir, on a le plaisir de vous annoncer, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait des talks tous les 3 mois. Et donc, le prochain talk aura lieu le 10 juillet avec Anne-Claire Bachet. Waouh! Voilà, Anne-Claire Bachet. Donc, on va pouvoir parler d'IA chez Miracle. Donc, Miracle qui est une licorne française. Et ça s'annonce génial. Donc, on a hâte de vous y voir. Voilà. Merci à vous.